Bonjour, bienvenue à C2G Talk, une série d'entretiens avec des professionnels éminents et des leaders d'opinion qui visent à explorer les défis de gouvernance soulevés par les nouvelles technologies de modification du climat. Je suis Mark Turner, conseiller principal en communication de l'initiative Carnegie sur la gouvernance du climat, la C2G, et je suis aujourd'hui avec Jo Tyndall, directrice de l'environnement à l'OCDE, où elle supervise des programmes sur les changements climatiques, la biodiversité, l'éco-innovation et la croissance verte, entre autres. Elle a auparavant été ambassadrice pour le changement climatique de la Nouvelle-Zélande à Singapour. Elle a également coprésidé le groupe de travail ad hoc de l'accord de Paris dans le cadre de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Elle a également été directrice de l'unité de diffusion du ministère de la Culture en Nouvelle-Zélande et de l'organisation publique de financement de la radiodiffusion en Nouvelle-Zélande. Bienvenue. Donc, pourriez-vous commencer à nous parler de votre travail à l'OCDE? Vous avez pris vos fonctions en septembre 2022. Quelles sont vos priorités? Quels sont les programmes que vous supervisez? Merci beaucoup de m'inviter à cette OG Talk. Oui, c'est vrai, j'ai pris mes fonctions à l'OCDE en septembre dernier, donc je suis encore en train d'apprendre beaucoup. Oui, ça va me prendre quelques mois pour dominer tout ceci et pour que je ne sois plus de nouvelles. L'une des choses que j'ai remarqué et qui m'a le plus frappé peut-être depuis que j'ai pris mes fonctions, c'est la façon dont les le changement climatique et les questions environnementales sont véritablement au cœur et en quelque sorte mainstream au sein de l'OCDE. C'est reflété par deux forums, de grandes initiatives, pardon, où la jeunesse est à l'avant. La première, c'est Net Zero Plus, et la deuxième, c'est l'Inclusive Forum on Carbon Mitigation Approaches, IFCMA. Je peux vous en dire quelques mots. Donc, le projet Net Zero Plus vise à veiller à ce que notre résilience aux impacts des changements climatiques soit importante, et en particulier la résilience sur à la transition vers le net zéro en tant que tel. Et ça prend évidemment toute son importance en raison de la crise dans laquelle nous sommes submergés actuellement. Et ce projet est étayé par des données mises à jour et complètes sur toutes les formes d'action climatique. Le forum IFCMA a été lancé en juin de l'année dernière et va avoir sa première réunion au début février donc de cette année 2023. Il vise à faire le bilan de tout le spectre des politiques d'atténuation et de développer des outils qui permettent d'évaluer leur efficacité pour réduire les émissions. Nous savons que dans le cadre de l'accord de Paris, les pays ont pris toute une gamme d'approches pour pouvoir atteindre leurs objectifs d'émissions. Alors, à l'OCDE, donc pour le directoire de l'environnement, on n'a pas simplement des membres de l'OCDE, des pays membres, mais également des pays qui ne sont pas membres, afin de concevoir et de mettre en œuvre des outils qui permettent de faire face aux défis de l'environnement et au développement et la gestion durable des ressources. Et je peux également parler des politiques climatiques en vue des objectifs de zéro net et de la résilience au changement climatique. Il y a également un domaine très important qui est la biodiversité. Il y a bien entendu une conférence ministérielle à Montréal à la fin de l'année dernière. Et nous apportons des données basées sur les preuves au gouvernement pour les aider à mettre en œuvre le cadre global post-2020 pardon, sur la biodiversité. Il y a également la question du plastique qui est cruciale. Il y a un nouveau traité sur le plastique qui est en cours de négociation et il y a un domaine intéressant qui a tendance à être très vite technique, c'est celui des produits chimiques. Je lis beaucoup d'articles qui n'ont pas beaucoup de sens pour moi, mais lorsque l'on approfondit le sujet, on se rend compte que cela a un impact sur tous les êtres humains et tous les animaux, sur notre vie au quotidien. Donc c'est véritablement un travail très important. Pardon. Oui, donc j'allais dire que
En dehors du changement climatique, notre autre sujet de travail, c'est la gestion des ressources pour veiller à ce que les investissements et les finances, qu'elles soient publics, privés, internationaux, etc., quoi qu'il en soit, que ce soit bien redirigé pour faire face aux défis d'atténuation. Car nous savons que si l'on veut avoir une chance d'atteindre nos objectifs climatiques, on ne peut pas faire des changements qui sont linéaires ou incrémentiels. Il faut que que ça transforme absolument les choses et que ce soit à la hauteur de la crise à laquelle nous sommes face. Revenir sur ce que vous avez dit, donc de crise en cours, crise face à laquelle nous sommes, je crois qu'à Davos récemment, le grand mot, c'était polycrise, c'est-à-dire pour parler de toutes les crises face auxquelles nous sommes. Comment pouvez-vous décrire ceci? Comment cela affecte la capacité des pays à travailler ensemble, en particulier sur les changements climatiques? Euh, oui, je crois qu'il est assez évident que cette polycrise ou cette permacrise, c'est-à-dire cette crise permanente, enfin, ont des effets, des impacts immédiats ou des risques immédiats pour faire face et pour lutter contre la dégradation de l'environnement et les changements climatiques. Car, bien entendu, les gouvernements sont face à ils doivent jongler entre différentes priorités politiques et on voit que dans un certain nombre de pays, la crise énergétique ralentit les progrès en vue des objectifs climatiques, du moins pour le moment. Par exemple, avec la réouverture des usines à charbon dans un certain nombre de pays. Donc la question est de savoir si le changement climatique va passer à l'arrière de notre agenda ou est-ce qu'il est au contraire intégré dans notre programme et nos plannings politiques. Et je prends acte du fait que même s'il y a ces risques à court terme, et si on voit apparemment une marche arrière, il faut également voir que les crises favorisent l'innovation. Et l'Agence internationale de l'énergie a produit un rapport dans lequel on voit que la plus grande motivation pour la politique d'énergie, c'est la sécurité énergétique. Et donc, la motivation a changé en quelque sorte, mais ce qui compte, c'est les résultats et qui vise à accélérer l'innovation vers des technologies d'énergie renouvelable. Vous avez parlé des risques. Le CDE vient de faire paraître un rapport sur les points de basculement climatique et qui dit que si on dépasse ce dépassement à 1,5 degré, ça peut conduire à des changements irréversibles pour le système climatique. Et il donne également des pistes à explorer. J'aimerais approfondir ces aspects, mais commençons un petit peu par le commencement, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un point de basculement climatique? Se dire comme ça paraît terrifiant. Quels sont les plus grands risques auxquels nous sommes face dans ces cas-là? Oui, ça peut être effectivement terrifiant car les points de basculement sont des points de non-retour au-delà desquels nos systèmes se réorganisent et ils peuvent souvent le faire de façon abrupte et irréversible. Et donc, l'impact ne se fait pas sentir du jour au lendemain, mais va petit à petit. Au bout d'un certain moment, voilà, il est lancé, il ne peut plus faire machine arrière. On voit ce qui se passe avec le Groenland, où il y a la fonte de la calotte glaciaire, le dépérissement de la forêt amazonienne, l'effondrement de la circulation méridienne des océans, et tout ceci est évoqué dans notre rapport. Si l'on dépasse ces points de bascule, les impacts pourraient être désastreux, et c'est pas ce que l'on voit, simplement ce que l'on voit au niveau régional avec les sécheresses, les inondations et toutes ces choses dont la fréquence et la gravité d'ailleurs augmentent, mais c'est en fait les considérer tous ensemble et à l'échelle mondiale également. Et donc les points de basculement ne sont pas des systèmes isolés. Et si un élément peut avoir un effet en cascade sur d'autres, et donc, comme un effet domino, par exemple, on commence avec la fonte de la calotte glaciaire dans le cercle arctique et ça se répercute sur la circulation méridienne des océans.
Une phrase dans le rapport qui est particulièrement terrifiante et qui dit que les impacts des points de basculement vont se propager à travers les systèmes socio-économiques et écologiques à des échelles de temps suffisamment courtes pour défier la capacité d'adaptation au changement climatique des sociétés humaines, ce qui va affecter gravement les systèmes humains et naturels. Qu'est-ce que cela veut dire? Je crois que ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que les changements qui vont avoir des conséquences si grandes sur les aspects écologiques et socio-économiques que cela va empêcher les humains et à la vie de s'adapter à ceci. Et, et ça va apporter des conséquences négatives sur les systèmes humains et naturels. Donc, nous avons parlé par exemple de probable effondrement de la calotte glaciaire au Groenland et de la fonte du pergélisol dans l'Antarctique. Et maintenant, les scientifiques disent qu'ils considèrent ceci probable même si nous arrivons à remplir notre objectif de température de l'accord de Paris. Donc, si cela arrive, ça pourrait créer d'autres effets irréversibles, par exemple d'augmentation du niveau de la mer. On a parlé de ceci en termes de centimètres. Imaginez que ce soit des mètres en plus. Nous savons qu'une grande partie de la population mondiale vit dans des villes et que beaucoup de ces villes sont situées sur des littoraux. Donc, l'effet sur les populations est un énorme problème et ça ferait une boucle vicieuse. Par exemple, ça libérerait plus de gaz à effet de serre qui réchaufferait à nouveau la température, donc ce qui nous pousserait vers encore d'autres points de basculement, etc., etc. Ce qui n'avait pas été pris en compte pour le moment, c'est le coût économique. Et d'après nos estimations actuelles, euh, oui, les estimations actuelles avaient laissé les points de basculement en dehors de leurs calculs. Et maintenant, les études montrent que ces points de basculement pourraient multiplier par 8 les questions climatiques. Et donc, on parle de milliers de milliards. Comment les politiques devraient-ils réagir à cette information? Le rapport dit qu'il est vital de remplir cet objectif de 1,5 degré en ayant vraiment un dépassement inexistant ou très faible. Et pourtant, la science suggère qu'il est très probable que l'on dépasse ce réchauffement dans les années à venir. Et il n'y a peut-être pas de trajectoire qui nous permette d'atteindre simplement le 1,5 degré. Donc, quels sont les résultats que peuvent donner la science du climat et pour nous donner plus d'espoir pour pouvoir réduire les émissions à l'échelle nécessaire? Où est-ce que ça conduit les politiques? D'abord, comment ils peuvent en faire plus pour ne limiter ce dépassement et comment ils peuvent se préparer dès à présent à ces risques d'un dépassement plus important. Je crois que nous avons vécu dans une forme de faux sentiment de sécurité. Oui, en disant les points de basculement existent, mais ils sont loin, on n'est pas près d'y arriver. Mais non, hein, c'est le problème d'aujourd'hui, c'est pas le problème de demain. Et bien entendu, euh, comme c'est le problème d'aujourd'hui, il faut prendre l'impératif, face à cet impératif de prendre des actions conjointes et strictes, audacieuses. D'ici la fin de cette décennie, nous savons que nous avons très peu de temps. En réalité, nous avons à peine 7 ans pour le faire. Et il faut redoubler d'efforts pour maintenir cette température moyenne sur le seuil de 1,5 degré. Parce que 2 degrés, ce ne serait pas suffisant. Et il faut essayer de limiter ce dépassement d'ici à la moitié du siècle.
Il faut considérer avec cet objectif de 2 degrés, d'être juste en dessous, s'inscrit dans les contributions déterminées au niveau national qui ont été prises, qui sont des engagements, mais cela veut dire un monde qui est véritablement moins habitable qu'un monde où le réchauffement a été circonscrit à 1,5 degré. Parallèlement à ceci, il faut donner une certaine note optimiste en disant que de même qu'il existe des points de basculement négatifs, il est aussi important d'identifier et de créer des conditions qui permettent de déclencher des points de basculement positifs. Donc les points d'inflexion sur les points technologiques, socio-économiques conduiraient à une accélération des changements de système et une tendance à la baisse de nos émissions. Nous voyons déjà ceci se produire dans certains domaines comme l'agriculture ou la régénération des écosystèmes et également dans la politique et dans l'opinion publique. Je crois qu'il y a des changements. J'ai justement remarqué cette question des points de basculement positifs, par exemple avec l'électrification des véhicules ou les énergies renouvelables. Est-ce un effort délibéré de personnes comme vous pour donner un autre cadre, essayer d'aider les gens à penser d'une façon différente? Oui, je pense que c'est la prochaine étape. Je crois qu'il n'a pas été utile par le passé d'avoir un récit plein de morosité, de pessimisme, et de désespoir, et de brosser un tableau tellement noir des choses que les gens finalement baissent les bras et se disent qu'ils ne peuvent rien faire. Donc les points de basculement positifs, effectivement, c'est un domaine sur lequel nous voulons travailler et nous voulons voir, ça va être la prochaine étape de notre travail et il faut faire une étude du contexte pour voir exactement où se trouvent les opportunités sous-jacentes. Donc oui, je pense que c'est également un travail actuel de l'OCDE. Il faut garder un œil dessus. Le report dit que le débat sur le développement technologique peut être difficile. L'une des approches, c'est l'élimination du CO2 qui va jouer un rôle pour maintenir ce réchauffement à 1,5 degré. Et l'accent a été d'abord mis sur ne pas émettre du CO2, mais on voit de plus en plus d'attention accordée au cours des dernières années. En particulier, il y a des investissements du secteur privé dans l'élimination du CO2 pour réduire les émissions qui sont difficiles à réduire, mais également pour nettoyer ce que l'on a déjà en quelque sorte sali. Parallèlement à ceci, il y a des préoccupations sur le fait que il pourrait y avoir, ça pourrait s'accompagner de compensation, de risques. Donc, comment voyez-vous ce secteur émergent de l'élimination du CO2? Comment voyez-vous les risques, etc., et les opportunités? Oui, comme vous le dites, c'est un mélange d'opportunités et de risques, mais je crois qu'il est intéressant de voir que le GIEC a dit bien clairement que l'élimination du CO2, euh, d'une forme ou d'une autre, va avoir un rôle à jouer, un rôle essentiel à jouer même. Si l'on veut garder notre réchauffement à 1,5 degré dans ce seuil, ou maintenir quand même ce seuil pas trop élevé, en particulier lorsqu'il s'agit de voir tout ce que l'on met, de pouvoir compenser les émissions qui sont difficiles à réduire de certains secteurs et qui ont des émissions résiduelles. Mais on ne devrait pas sous-estimer les défis dont cela s'accompagne. Les défis donc de cette élimination du CO2, l'EDC comme dit l'acronyme. Euh, il y a une préoccupation tout à fait légitime quant à la bioénergie avec captage et stockage du carbone. Il y a des préoccupations légitimes sur le fait qu'il faudrait utiliser beaucoup de terres, un grand nombre de terres, et que les impacts que cela pourrait avoir sur la biodiversité, les écosystèmes naturels et bien entendu sur la production alimentaire. Parce que, bien sûr, on ne veut pas prendre des terres qui normalement serviraient à la production alimentaire dans un monde où la population augmente. Il y a
également beaucoup de travail que l'on doit faire avant de pouvoir passer à plus grande échelle le captage direct du stockage du carbone dans l'air, pardon, et pour le moment, euh, ça consomme trop d'énergie, ou du moins plus d'énergie que ça ne peut économiser. Donc, il faut que nous comprenions bien mieux finalement mettre dans la balance les risques qu'il y a à utiliser le décès et les risques qu'il y aurait à franchir des points de basculement si l'on n'utilise pas ces technologies. Donc, ça veut dire qu'il faut investir dans une meilleure compréhension de cette balance, de cet équilibre et de bien évaluer les risques. Et je pense que dans les deux cas, il ne s'agit pas de dire qu'on a telle technique, tel projet qui fait ci ou ça, c'est-à-dire qu'on peut le faire d'une façon bonne ou pas bonne. C'est pour ça qu'on peut parler de grande intégrité ou de faible intégrité qui est liée à des sujets comme la permanence de l'élimination, etc. Donc, à votre avis, de quels outils les politiques vont-ils avoir besoin dans les mois ou les années à venir pour encourager cette haute intégrité et quel rôle le CDE peut-il jouer pour encourager ceci? Il me semble que ça nous renvoie au fait que l'un des plus gros avantages de l'OCDE et la réputation qu'a l'OCDE, c'est d'avoir la capacité d'apporter aux politiques des conseils et d'utiliser le travail fait pour montrer des pratiques qui sont basées sur le développement. Donc, la première chose que je vais mentionner et souligner, c'est que les hommes politiques dans ce domaine, les politiques doivent s'attirer des investissements à long terme. Donc, ceci exige de fournir des certitudes ou une stabilité et afin d'encourager l'innovation et les investissements. Et bien sûr, il faut assumer la durabilité, la gouvernance, l'engagement public et la transparence, bien entendu. C'est donc le premier point. Et il va également être essentiel de bien communiquer auprès des hommes politiques, des décideurs politiques, que pour éviter le dépassement, les technologies doivent être appliquées en plus de la réduction des émissions. C'est pas faire ceci ou cela. Le GIEC a dit bien clairement que nous atteignions le point où les deux vont être nécessaires, les technologies d'élimination du CO2 pour l'atténuation, et qui sont nécessaires pour sauver le monde, mais il n'y a pas simplement l'atténuation qui va nous conduire à des niveaux, de bons niveaux d'émission. Et c'est d'ailleurs une préoccupation et une critique qui est faite à cette technique, c'est l'aléa moral, c'est-à-dire que le fait que si l'on élimine du CO2 de l'atmosphère, on pourrait en quelque sorte réduire l'accent qui est mis sur la réduction des émissions. Et vous avez dit que c'est en informant les décideurs politiques, mais y a-t-il d'autres actions y a-t-il des outils politiques qui pourraient veiller à ce que une chose ne détourne pas d'une autre? Comment éviter en quelque sorte cet aléa moral au-delà de l'information? Je crois que le travail est en cours et actuellement, il n'y a pas encore une réponse entière qui ait été apportée à ceci. Nous travaillons sur, nous décloisonnons en quelque sorte les choses et à l'OCDE, nous avons un directeur qui, justement, qui traite à la fois de la science, de la technologie et de l'innovation et on observe tout ceci et on observe les technologies qui seraient peut-être nécessaires, voyez-vous. Et nous avons parlé de l'élimination du CO2, de ces technologies qui sont, bon, qui existent déjà un petit peu, dont on en sait déjà un petit peu plus, mais il y en a d'autres qui sont sur la table, comme la modification du rayonnement solaire, et qui, à ce jour, a été moins testée et qui est encore moins comprise. Et je pense que dans ces deux domaines, nous n'avons pas vraiment fait
face, je ne sais pas dans quelle mesure le CEDEAO doit le faire, mais nous n'avons pas fait face à la question du manque d'une gouvernance internationale pour régir tout cela. Et je pense que ça va être très important. Donc, il faut que nous en comprenions mieux les risques et tout ceci, et car certaines technologies, on a commencé par voir les bons côtés, mais le mieux que ça pourrait apporter, les changements que ça pourrait apporter, mais et ensuite sont apparus les mauvais côtés. Et je pense il suffit de regarder les médias sociaux et c'est évident. Et c'est un exemple qu'on ne peut pas vivre sans, mais ça s'accompagne de gros inconvénients. Et il faut qu'on en pense, il faut qu'on y pense. J'aimerais rebondir sur là-dessus. Vous avez mentionné la modification du rayonnement solaire qui consiste à refléter une partie du rayonnement solaire dans l'espace pour baisser les températures. Et il y a même une idée très controversée qui est celle d'injection d'aérosols dans la stratosphère, mais bien entendu cela s'entoure de grandes incertitudes. Et votre rapport sur les points de basculement disent qu'à ce jour, ce n'est pas une option faisable pour ne pas dépasser donc pas franchir ces points de basculement. Est-ce qu'elle pourrait l'être à l'avenir? Vous parliez d'évaluer les risques et les bénéfices. Est-ce que vous seriez favorable à plus de recherches pour mieux comprendre la MRS, la modification du rayonnement solaire? Et est-ce que vous le voyez dans l'avenir, à l'avenir? Je pense que les techniques de géoingénierie solaire sont sur la table, c'est parce que pendant des décennies, nous avons failli à réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Donc, effectivement, dans notre rapport, il est suggéré que la MRS n'est pas véritablement une option faisable à ce jour, du moins, et entre autres, et en partie parce que l'état de la recherche actuelle n'est pas suffisant et ça n'inspire pas, on n'a pas confiance dans leur efficacité et on voit qu'il y a beaucoup de risques qui y sont associés. Et comme je le disais précédemment, et il n'y a pas donc de gouvernance ni nationale ni internationale. Donc tout le domaine reste à explorer, bien sûr. Ceci étant dit, et bien sûr que la notion existe et des choses comme l'injection d'aérosols dans la stratosphère sont des choses qui sont débattues et donc il faut plus de recherche. On ne peut pas faire comme si ça n'existait pas, et- mais mais il faut voir ce que ça signifie vraiment tout ceci, voir quels en sont les risques, les compensations, les sacrifices à faire. Je pense qu'on a des limites, des ressources limitées. Donc la première priorité, c'est de garantir, de veiller à ce que nous investissons dans des technologies qui puissent permettre d'atteindre le réchauffement à 1,5 degré via l'atténuation des gaz à effet de serre. Et ce sont des remèdes, hein, c'est une sorte de remède. En fait, on s'attaque aux symptômes, mais c'est pas une véritable guérison. C'est un peu comme lorsque vous prenez une aspirine pour passer un mal de tête. Ça peut ça peut nous soulager, apporter un certain soulagement lorsqu'elles sont déployées, mais dès que l'on arrête le déploiement, on peut voir une sorte de rebond des effets, pour ne pas dire de voir que les choses empirent, une aggravation des choses. Et donc, ces technologies ou ces idées sont un petit peu effrayantes, donc il faut qu'elles soient mieux comprises, et ce qui veut dire qu'il faut qu'il y ait plus de recherche. Oui, elles sont effrayantes, mais il y a une autre chose qui est effrayante, c'est le changement climatique. Donc, je pense que c'est vraiment très difficile, c'est pieds nus. Comment on peut mettre dans la balance ce type de choses effrayantes, cet autre type de choses effrayantes? Euh, Quelle est la plus effrayante? Et c'est le grand défi face auquel nous sommes face. Et comment vous pouvez mesurer on peut mesurer le risque qu'il y a à faire quelque chose au risque à ne pas faire quelque chose? Et pour mettre en contexte et cadrer ce genre de choses, comment pouvez-vous aider les politiques justement à faire un équilibre entre ces différents types de risques?
peux pas vous dire directement sur ces risques spécifiques, mais ce que nous faisons de plus en plus, et j'en ai parlé auparavant, c'est grâce à l'initiative Net Zero Plus, on n'essaye pas non simplement de mettre le changement climatique au centre du travail de l'OCDE, mais également euh, pour les gouvernements. Et on essaye également d'utiliser des prévisions stratégiques et des approches qui sont fondées sur la science pour aider la conception et la mise en place de politiques. Donc, on essaie de voir justement ces contreparties entre les différents risques et les conséquences de l'utilisation de ça dans un secteur de l'économie et voir ce que cela pourrait, comment ça pourrait se traduire dans d'autres domaines. Il y a également un autre point euh, qu'on essaye de développer de plus en plus, c'est de voir les liens entre le changement climatique et la biodiversité. Les deux finalement sont traités de manière séparée. Et si on regarde si on cherche des solutions pour le changement climatique, il faut voir comment ça peut affecter et avoir des risques sur la biodiversité. Par exemple, si l'on plante beaucoup d'arbres, mais que ce sont que des arbres d'une seule espèce, et il est possible que l'on crée un problème pour la biodiversité en essayant de résoudre une question climatique. Donc, il faut avoir des approches qui sont fondées sur les systèmes et il faut vraiment qu'on s'appuie dessus et qu'on travaille dessus afin d'essayer de comprendre comment, d'aider à aider les politiques et d'essayer de leur faire comprendre l'ampleur de tout cela et les contreparties et compromis. Je voudrais juste clore la discussion sur la modification du rayonnement solaire par la gouvernance que vous avez mentionnée à plusieurs reprises. Euh, D'après vous, quel forum pourrait être le plus approprié pour la gouvernance de cette idée? Euh, je ne sais pas vraiment vous apporter une réponse, mais il me semble que ce soit fait certainement au sein des Nations Unies. C'est une question qui concerne les Nations Unies. Et donc, les Nations Unies, l'ONU est l'endroit où il y a le plus d'États membres. Donc, je ne propose pas l'OCDE, car nous ne sommes pas une organisation qui élabore ou qui négocie des traités. Et par ailleurs, nous avons moins de pays membres. Donc, nous ne sommes pas l'endroit où cela pourrait être fait, mais nous pouvons y contribuer, nous pouvons bien entendu le soutenir, l'aider, mais ça devrait certainement être fait au sein des Nations Unies, dans l'un des organes des Nations Unies. Non, nous pourrions donc nous aider en apportant des recherches transdisciplinaires et, et qui pourraient créer des bonnes conditions ou au moins créer le contexte adéquat, le contexte dans lequel le travail international sur la gouvernance pourrait être effectué et utile. Donc, pour revenir à votre approche qui pense au système, et je voudrais revenir à votre rôle dans la radiodiffusion, euh, qu'est-ce que les médias pourraient-ils faire pour aider les personnes, le public à penser de cette façon-là et, et pour dire, voilà, on va avec ceci, on va vers tel monde et quels sont les risques, si on applique cela, on va vers tel monde, etc. Je sais que c'est une question très vaste, mais nous sommes dans un monde où l'information va très vite et très changeante et c'est de plus en plus difficile de distinguer la réalité des fausses informations. C'est la fameuse infodémie dont on parle. Avons-nous besoin d'une nouvelle forme de médias ou de réformer des médias existants afin que les gens comprennent et s'emparent de ces sujets et les comprennent et de façon à ce que le public puisse aussi jouer un rôle dans la gouvernance à l'avenir? Ah oui, c'est une très vaste question, Marc, effectivement. Ah oui, je me suis dit, oh mon Dieu, d'accord, en même temps que je la posais. Et malheureusement, nous avons euh, vu les inconvénients et les mauvais côtés des médias sociaux, et nous l'avons beaucoup vu dans les dernières années. Et c'est une sorte de chambre d'écho. Il y a finalement
ces bulles où on parle avec nos semblables, avec les gens qui pensent comme nous, il n'y a pas de controverse. Et par exemple, d'un côté, vous allez avoir les climato-sceptiques ou les gens qui nient que ça existe. Et puis d'un autre côté, vous allez avoir des gens qui sont passionnés par ce sujet et militants. Donc, les médias doivent jouer un rôle essentiel pour veiller à ce qu'il y ait une meilleure compréhension des risques et des conséquences du changement climatique. L'éducation est essentielle et l'éducation, ce n'est pas, elle est de plus en plus apportée par les médias, pas simplement par quelqu'un qui se trouve debout, assis devant un tableau. Donc, j'aurais tendance à dire que, et je ne sais pas si je peux avoir une solution comme ça magique ou une nouvelle forme de média, mais je, il est important de bien diriger le message pour que il ne soit pas édulcoré, il n'édulcore pas la réalité, mais qu'en même temps, il ne conduise pas au désespoir. Et j'étais à Singapour, comme vous le disiez, avec euh, ambassadrice du commissariat de la Nouvelle-Zélande. Et quand j'étais là-bas, et dans un média mainstream, il y a eu la production d'une série de documentaires très très bien faits qui mettait le changement climatique et les questions environnementales au cœur de son histoire et qui donc le présentait au public. C'était présenté par un membre du Parlement qui aurait pu d'ailleurs se consacrer aux médias et qui a fait vraiment un très bon travail pour illustrer de façon très claire et concrète des façons dont les personnes pouvaient comprendre et se saisir de ces enjeux et les appliquer dans leur vie quotidienne. Et c'est-à-dire de leur faire confiance que leur changement climatique voulait dire dans leur vie et quoi faire et comment améliorer ceci. Pour terminer sur une question peut-être un peu plus personnelle, vous avez parlé de façon très intéressante de ce récit terrifiant sur les points de basculement négatifs et vous avez également parlé de comment on peut équilibrer d'un côté le désespoir avec les choses concrètes que l'on peut faire. C'est formidable sur le plan intellectuel, mais je me dis que sur le plan émotionnel, ça doit être un petit peu difficile et quand vous lisez ces rapports qui peuvent être un peu durs à digérer, comment parvenez-vous à garder une sorte de sens de motivation, d'espoir, de capacité d'agir lorsque vous traitez d'un sujet aussi difficile à résoudre? Oui, j'ai tendance à être d'accord avec vous. Oui, bien sûr, ça pourrait être une tentation et on pourrait perdre complètement l'espoir, mais et c'est une chose qui est claire, c'est que j'ai des enfants. Je veux que mes enfants vivent dans un monde vivable et je ne veux pas qu'ils héritent d'un monde plus difficile, d'une planète qui a empiré par rapport à celle dont nous avons hérité. Donc je prends l'image, moi, des ricochets. Des pierres qui font des ronds dans l'eau sur des mares ou sur une... Et ça, je parle depuis mon expérience de négociatrice à l'accord de Paris. Lorsque j'ai commencé à travailler sur le changement climatique, cela n'incluait pas à l'époque ni les ministres, ni les ministères de l'environnement ou les personnes à haute responsabilité. C'était toujours un petit peu les mêmes cercles. On était un petit peu entre nous. À partir de l'accord de Paris, les choses ont commencé à changer et on a vu apparaître ces ricochets. C'est certes pas un accord parfait, mais c'est un traité mondial qui envoie un signal politique très fort. Les gouvernements du monde entier, 164, se sont rassemblés et se sont engagés à atteindre des objectifs à long terme. Donc ces ricochets se sont propagés aux contributions déterminées au niveau national. Ensuite, ces ricochets ont continué à développer des politiques et les outils qui permettent de remplir ces objectifs. Et de là, ça a encore ricoché vers les gouvernements plus petits, les villes, les régions, etc., qui ont pu dessiner et concevoir des politiques, et également au secteur des entreprises commerciales. Et lorsqu'ils ont vu ces engagements à long terme, du moins les grandes entreprises ont pu faire des investissements
et prendre des décisions commerciales d'affaires qui avaient une influence sur le changement climatique, prendre des actions pour réduire nos émissions. Et enfin, c'est ricocher, on continue jusqu'à chez nous, jusqu'à nos foyers, au niveau individuel. Les personnes ont commencé à penser à la façon dont ils allaient se déplacer, comment ils allaient vivre, ce qu'ils allaient manger et le type d'énergie qu'ils allaient utiliser. Donc, et ce n'est pas peut-être encore assez, il y a encore un long chemin à faire et une grande trajectoire à accomplir, mais je pense que je crois véritablement que nous sommes sur la bonne voie et une voie et on ne peut plus faire machine arrière. Et on peut mettre un coup d'accélérateur, donc on peut mettre un pied devant l'autre, commencer à marcher, prendre nos véhicules électriques, mettre un coup d'accélérateur et pour aller vers où nous devons aller. Joe Tendall, merci énormément d'avoir terminé avec cette note d'histoire et de nos ricochets. Et j'espère que notre interview va faire également des ricochets. Merci beaucoup d'avoir participé à cet OG Talk. C'est moi qui vous remercie.